Alors, cher Jean-Claude, d'abord, merci de m'accueillir une fois de plus à Bruxelles, cette fois-ci avenue de la Brasserie, où nous allons demain enregistrer une émission à laquelle je tiens beaucoup, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi. Enfin, nous en parlerons demain. Mais là, ce que je voudrais, c'est enregistrer simplement quelques propos spontanés de toi suite à la vision, enfin à la projection que nous venons d'avoir du film Gloria de Claude Autant-Lara et suite à l'écoute de mon émission. Voilà, tout simplement. Beaucoup à dire, Nicolas. Beaucoup à dire. D'abord, bien sûr, mon émerveillement pour le film lui-même. Mon émerveillement pour le sujet du film, pour le caractère extrêmement sensible et véridique des personnages, des jeunes personnages, les enfants d'abord, les adolescents ensuite. Un jeu qui est absolument réussi, dans un climat qui est celui de la guerre, mais juste avant la guerre et juste après la guerre, la première guerre. Donc un climat de misère qui est notamment fort bien représenté par la grippe espagnole qui a fait de grands ravages. Et puis alors évidemment l'essentiel c'est la fidélité de l'enfant. C'est un sujet que j'apprécie beaucoup parce que j'y crois, parce qu'à mon avis, c'est la seule véritable fidélité, la seule qui existe, c'est celle des enfants, pas celle des adultes. Même si l'adulte est fidèle, c'est une fidélité raisonnée, raisonnable. Celle de l'enfant, elle n'est ni raisonnée ni raisonnable, elle est entière, elle est presque, elle est immatérielle. Un exemple de la profondeur de sentiment de cette petite fille, pour moi, c'est la colère qu'elle fait lorsqu'elle découvre que un des serviteurs de la maison a tué les chatons, et notamment le chaton qu'elle voulait offrir en guise de cadeau de fidélité à celui qu'elle aime, à l'enfant qu'elle aime. Alors ces enfants, ils ont dans leur rapport toute la profondeur que l'on peut voir, que l'on peut imaginer. Et cette profondeur, elle est très rapidement mise à épreuve puisqu'ils sont séparés. Ils sont séparés à cause de la guerre, bien sûr, à cause aussi de la peur des parents. Et le grand-père qui emmène son petit protégé aux États-Unis l'emmène parce que lui, il n'a plus envie de faire le moindre cadeau à la folie des hommes, c'est-à-dire à la guerre. Il a donné et il veut préserver son petit-fils de cette folie. Et puis après, on a l'impression qu'il a voulu préserver son petit-fils de la douleur que crée bien sûr le sentiment. Donc, il lui fait comprendre que les femmes ne sont pas fiables et que les fillettes le sont peut-être encore moins. Et là, évidemment, elle se trompe, puisque, comme je viens de le dire, à mon avis, s'il y a bien une fidélité fiable, c'est celle de l'enfant et de la fillette. L'histoire va nous montrer qu'apparemment, la fillette n'est pas aussi fidèle qu'il le croit, puisque ce pauvre garçon envoie des lettres qui n'auront jamais de réponse. Et donc il va douter de son amoureuse. Et quant à la pauvre fille, elle a été trompée. Et elle le dit très bien d'ailleurs, elle n'a pas de chance avec les lettres, c'est une très belle parole, il y a beaucoup de belles paroles dans ce film, mais c'est vrai qu'elle n'a pas de chance avec les lettres, elle n'a pas de chance avec sa mère, qui, à la différence bien sûr de l'autre femme, de celle qui est la légitime, eh bien, cette mère qui est responsable d'elle est assez fantaisiste, exubérante, colérique, et n'accepte pas évidemment la révolte de sa petite fille. Révolte qui est extrêmement
courageuse, qui n'est pas de l'impudence, qui n'est pas de l'insolence, mais qui, encore une fois, est la vérité, la profondeur de l'enfant. En quelque sorte, la mère est plus immature que la fille. La fille est une enfant adulte, la mère est une gamine insupportable. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le seul qui tempère l'affaire, c'est Maurice Béraud, le conseiller, le critique. Alors, je reviens un instant sur l'ensemble du film, qui démarre vraiment très bien dans un contexte très chic. C'est une excellente peinture de l'époque, de la situation bourgeoise et même un peu noble de l'époque. Donc on est là un peu dans un contexte à la Marcel Proust, c'est très joli. Et puis, pour en revenir à cette petite fille, la séquence du départ et qui va ouvrir sur les flashbacks, cette séquence est vraiment très intéressante puisque nous sommes là dans un cabaret où l'on chahute. Et on chahute justement ce qui est beau, et on attend quelque chose de grotesque naturellement. Et pour montrer la profondeur des sentiments de cette petite, qui on le voit dans le contexte du film, a été obligée de venir faire cette merveilleuse danse du cygne. Qui d'ailleurs va imposer le silence. Ben, bien sûr. Même dans ce contexte. Alors, elle va y arriver, mais en effet très difficilement, mais elle va persister et elle va en effet obtenir gain de cause, mais après combien de sifflets, de chahuts et de propos ignobles, naturellement. Mais elle tient le coup. Et bien ça, c'est cette vérité de l'enfant devenue, bien sûr, adolescente. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui me touche le plus dans ce film, c'est la profondeur de cet engagement. Et puis, bien entendu, le fait que ces deux jeunes se retrouvent dans un contexte qui est celui du conte de fées, bien sûr. Comment peut-on se retrouver par hasard ainsi dans ce milieu qui est celui du cabaret, et où justement se trouve là quelqu'un qui ne devrait pas s'y trouver, et lui ne devrait pas s'y trouver, mais bon, conte de fées magnifique, qui va déboucher sur le fait qu'on va l'exclure, mal le comprendre, l'ami de la petite Gloria ne le comprendra pas non plus. Finalement, si. Et finalement, si, naturellement, puisqu'elle l'amènera au chevet de son ami. Tout cela fait que ce film va en effet de situations à la fois du conte et en même temps du drame vécu. L'amour impossible, l'amour trahi alors qu'il n'a pas été trahi, et puis alors la terrible sensibilité de Gloria qui, lorsque la pseudo-fiancée vient enlever son fiancé, de manière très arrogante d'ailleurs, semble avoir toutes les cartes en main. Bon, nous sommes là dans un drame, puisqu'elle en fera une maladie fatale. On peut imaginer qu'elle est fatale, cette maladie. Le personnage du docteur qui intervient et qui comprend très vite qu'on n'a pas affaire à une maladie matérielle, mais plutôt psychologique, une perte de courage, de vie, de volonté de vivre. C'est surtout ça la maladie. Elle a perdu la volonté de vivre. Et pourquoi ? Parce que elle a été, elle le pense, mal comprise, trahie ou pas trahie. Mais surtout parce que pour elle, l'image de l'amour est finalement plus forte que l'amour lui-même. Exactement. Et elle ne veut pas survivre à cette image, à ce rêve, à cette illusion, à cette peinture qu'elle avait elle-même de l'amour. Mais en même temps, elle est heureuse que ce garçon soit revenu à son chevet. Et là, on est vraiment dans le très beau romantisme. Lui-même ne peut pas comprendre, parce que là on se trouve dans le contexte de l'homme qui ne peut pas comprendre qu'on veuille mourir d'amour pour lui alors qu'il est là. Ouais. Alors qu'il est là. Mais cet idéal
qui est très beau, comme elle le dit très bien. C'est un fil qui ne tient à rien, mais qui est de fer. Et donc, on ne peut pas couper un fil de fer comme celui-là. Et ce fil de fer, c'est certainement son rêve qui ne peut pas être déçu par la réalité. Donc c'est un choix qu'elle semble faire, qu'on ne comprend pas. Hein. Tout le monde a envie de dire, mais enfin, il est là, reprends-toi, ressaisis-toi, et vivez une vie de vivant. Mais elle semble, elle, préférer une vie ailleurs, à partir duquel, en effet, elle se sentira éternellement liée à ce qu'elle aime, à l'idée de ce qu'elle aime. C'est très très beau, et comme tu le disais, oui, on sent un peu les contes d'Andersen là-dedans, Andersen qui avait tellement bien compris la psychologie de l'enfant, hein, la petite fille aux allumettes, qui va se réfugier dans la mort pour retrouver l'image de sa grand-mère, l'image de l'amour lui-même. Ici, évidemment, on est au sortir de la guerre. Cette petite a été fort éprouvée, avait de la danse une très grande idée, avait de l'amour une très grande idée, a été fort éprouvée aussi par la sottise de sa mère, bien sûr, a été éprouvée par la mort de sa protectrice, hein, celle qui a veillé sur elle et qui l'a amenée à pouvoir continuer de danser. On est dans l'idéal. Et ce n'est pas de l'utopie, cet idéal, c'est de l'idéal. C'est très beau. On peut mourir pour l'idéal. C'est ce qu'elle fait, je crois. Et en cela, ce film est évidemment remarquable. Moi, je dirais que si mes deux films cultes absolus, c'est Le Voleur de feuilles et Gloria, c'est parce que ces deux films ont un même sujet, c'est la dialectique entre le rêve et la réalité. Et je dirais que si Denise Gray survit à la mort de l'homme qu'elle aimait et survit dans la peinture qu'elle ne cesse de faire, c'est parce que d'une certaine façon, probablement en perdant l'homme qu'elle aimait, ça c'est très irrationnel. J'ai beaucoup de mal à expliquer ça, mais c'est comme si ça lui avait permis de continuer à vivre. Et d'une certaine façon, dans le cas de Gloria, c'est l'inverse. Ce qui va la tuer, c'est que la réalité va rejoindre le rêve. Et que peut-être que si elle n'avait pas retrouvé Jacques, elle ne serait pas morte. Et en ce sens, pour moi, ces deux films sont très proches, me touchent beaucoup pour des raisons sans doute très très profondes en moi et que je n'ai du mal à expliquer. Il faudrait probablement que je sois psychanalysé pour ça. Mais ces deux films ont des liens très profonds, je trouve. Oui, je te comprends. Mais tu sais, on a tous, quelque part dans notre mémoire, un petit quelque chose qui fait qu'on se raccroche, qu'on adhère à un film. Et ce petit quelque chose, si petit soit-il, peut être un détonateur extraordinaire de passion pour le film. Et ici, je comprends très bien, j'ai eu ça pour certains autres films, parce que on a tous dans notre mémoire une petite fille, un petit garçon, avec quelques mots d'une totale vérité. Et ces petits mots-là, ils nous suivent jusqu'à notre dernier jour, parce que on peut dire, c'était du temps où on disait vrai. Malheureusement, l'adulte ne dit jamais vrai, il ne dit pas faux pour autant, mais ce qu'il dit n'a plus jamais cet accent de la vérité que peut avoir le propos d'un enfant. Ça, c'est sûr. Et on a tous en nous l'image d'un enfant qui ne mentait pas. Et là, nous avons deux enfants qui ne se mentaient pas, qui étaient prêts à s'épouser illico, là où ils étaient. Et s'ils s'étaient épousés à ce moment-là, mais oui, je crois qu'ils auraient connu un bonheur infini. Mais d'abord, on interdit aux enfants de s'épouser, on ne leur permet pas de choisir le partenaire, on ne croit pas au partenaire. Claude Autant-Lara, ici, a défendu une thèse extrêmement importante. Il faut savoir écouter les sentiments des enfants. Et l'adulte ne peut pas. Il n'en a pas le droit, parfois. Il ne peut pas parce qu'il n'en a pas la capacité. Et pourtant, il a été enfant lui-même. Ouais. Donc,
il n'y a pas de raison d'avoir oublié les sentiments qu'on a tous eus à un moment donné de notre vie, tous. Mais on dirait que l'adulte ne se donne pas le droit de respecter la volonté, le sentiment d'un enfant. La guerre, évidemment, a mis un terme à ces sentiments, mais ce n'est pas seulement la guerre, c'est tout simplement l'homme, l'âge adulte, qui fait que on considère comme enfantillage ce qui est finalement bien plus fort que n'importe quelle passion adulte, bien sûr. C'est entier et c'est beau. Mais ça dure le temps de l'enfance. C'est aussi ça que l'adulte pense, c'est que quand l'enfance sera passée, le sentiment sera passé lui aussi. Dans leur cas, c'est pas le cas. Pour finir, j'aimerais simplement te demander d'aborder deux choses. D'une part, l'interprétation que je trouve sublime de Valérie Janet, et d'autre part, dire quelques mots sur mon émission. Mais oui, tu dis qu'elle est sublime, et je suis tout à fait d'accord. Moi, ce que j'admire là, c'est que nous avons une danseuse qui, elle le dit très bien elle-même, qui a pu être également l'actrice. Et ça, c'est très fort, c'est très grand. Alors, on ne sait pas très bien comment ça a été possible. Si, en tant que danseuse, elle avait déjà fait des études d'actrice, mais je n'en sais rien. En tout cas, d'abord, évidemment, la gamine de 11 ans était excellente dans son rôle, mais ce rôle est extrêmement bien prolongé par Valérie elle-même, qui joue parfaitement bien la transition entre 15-16 ans et l'âge qu'elle semble avoir dans le film. 19 ans. 19 ans. Donc ça, c'est du grand talent. Et je crois que c'est rare. Mais c'est du grand talent qui vient, à mon avis, du fait que la danseuse était elle-même totalement intègre, totalement engagée dans son bonheur de la danse. Et alors, la danseuse est devenue actrice. Comme il y a d'ailleurs d'excellentes cantatrices, ténors et autres, qui sont en même temps de très bons acteurs. Parce que c'est vrai que pour faire de l'opéra, pour faire du drame musical, il faut aussi être capable d'être acteur. Mais donc, elle est excellente actrice, et elle joue aussi vraiment qu'elle ne danse. Et c'est vrai que cette mort du cygne qu'elle joue si bien, à propos, la mort du cygne, c'est sa propre mort qu'elle va évidemment vivre dans le film. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que, c'est amusant si je peux dire, c'est intéressant de voir comme elle dit, c'est la seule chose que je peux danser, c'est la mort du cygne. Comme si en effet c'était un déterminisme qui l'amenait à ne danser que cela. Oui. Excellent rôle, et Nicolas, excellente émission pour moi, qui, pour moi, en effet, est une révélation. Tu m'as fait découvrir ce film qui me convient parfaitement. Je t'ai dit que pour moi, il déclenchait en moi un peu ce qu'avait déclenché pour moi le film les dimanches de Ville d'Avray, que j'avais découvert quand j'étais bien jeune, et où il y avait cette même profondeur de sentiment. Mais là, c'était entre une enfant et un adulte. Ici, c'est entre deux enfants qui deviendront adultes. Et à part évidemment cette différence de protagoniste, eh bien, on est dans la vérité d'un sentiment qui fait que ça conduit à la mort. Parce que dans les dimanches de Ville d'Avray, naturellement, le Hardy Kruger meurt, et la petite en meurt aussi, mais elle, de manière affective. Et ici, eh bien, on pourrait très bien imaginer que si Gloria meurt, ce garçon ne survivra pas. Ça, on peut l'imaginer aussi, bien sûr. Je dirais, pour finir, que finalement, sans faire de jeu de mots,
Gloria, c'est un film sur la glorification d'un amour impossible. Et que c'est en ce sens que c'est un film frère des Dimanches de Ville d'Avray et aussi du Voleur de feuilles. Oui, mais tu dis glorification d'un amour impossible, c'est vrai. Mais il n'est impossible que parce qu'il est trop beau, que parce qu'il est idéal. C'est sur la pureté aussi. Que La pureté, la noblesse, la grandeur humaine finalement. Cette fille a fait un vœu de pureté dans ce choix sentimental. Et que elle est dans le souvenir et elle se cantonne au souvenir. Elle ne vit que du souvenir. Et tu l'as très bien expliqué, le fait que ce garçon soit revenu, mais d'une certaine manière, brise cette profondeur du souvenir. Et c'est au fond, entre guillemets, pour elle, la présence de cette fiancée, entre guillemets, eh ben c'est l'occasion pour elle de pouvoir se dégager du sentiment matériel pour retourner au sentiment purement spirituel, affectif, utopique, idéal. Tous les mots sont bons pour dire que il est impossible de vivre l'amour quand on l'a rêvé. C'est magnifique ce que tu viens de dire. Merci infiniment, Jean-Claude. Je t'en prie.